Bonjour à tous, une petite vidéo pour corriger le TP, les résistances aux antibiotiques des bactéries. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un antibiotique? Un antibiotique, c'est une substance chimique qui est élaborée par un micro-organisme. La plupart du temps, plus de 80% des antibiotiques ont été fabriqués par les bactéries ou des champignons, et on peut aussi produire bien évidemment les antibiotiques par synthèse. Donc ces antibiotiques, ils sont actifs pour soigner. Ils agissent à très faible dose et ils vont agir de manière spécifique, c'est-à-dire que pour une catégorie de bactéries, on utilise une catégorie d'antibiotiques. Un antibiotique n'est pas actif sur toutes les bactéries. Et ils agissent en inhibant des processus vitaux chez les bactéries, donc par exemple en empêchant la respiration ou en empêchant la synthèse de protéines importantes pour la survie du micro-organisme. Alors les antibiotiques, on les utilise depuis 1941 sous forme de médicaments, mais ce qu'on peut constater, il est facile de trouver ce genre de carte qui indique les résistances aux antibiotiques au niveau de l'Europe. Donc là, on s'intéresse aux résistances d'une souche de bactéries qu'on appelle Escherichia coli, c'est une espèce de bactérie, à une classe d'antibiotiques qui sont les aminopénicillines. Et on peut constater que soit il n'y a pas de valeur, soit toute l'Europe est rouge, à rouge foncé, c'est-à-dire que jusqu'à 75% des Escherichia coli sont devenues résistantes aux aminopénicillines, qui sont en fait les antibiotiques qui normalement sont facilement actifs sur les Escherichia coli. Donc le but du TP, c'était de vous amener à utiliser vos connaissances des chapitres précédents sur la biodiversité et l'évolution pour expliquer comment des populations microbiennes peuvent devenir à longue échéance insensibles à des antibiotiques. Alors on ne s'est pas intéressé à l'homme directement, on a choisi un exemple d'utilisation d'antibiotiques en agriculture dans un élevage intensif de poulets. Donc pour mesurer l'impact de l'utilisation des antibiotiques dans cet élevage intensif, on a réalisé des prélèvements soit au moment de l'implantation de l'élevage, soit 10 ans après l'implantation de cet élevage. Donc on a d'abord réalisé les prélèvements sur l'exploitant de l'élevage, c'est-à-dire qu'on a prélevé des bactéries de son microbiote, et puis on a réalisé des prélèvements en 3 endroits plus ou moins proches de l'élevage. Donc les eaux usées se déversent à la sortie de l'élevage, on a fait un prélèvement à cet endroit, et puis un prélèvement dans une prairie à 500 mètres de l'élevage, et un prélèvement à 10 km de l'élevage dans une prairie. Et pour tester la sensibilité ou la résistance des bactéries à des antibiotiques, on a réalisé des antibiogrammes. Quel est le principe d'un antibiogramme? En fait, c'est assez simple. On coule une gélose au fond d'une boîte, donc une gélose nutritive, qui est un milieu qui va permettre aux bactéries de se développer, puis on ensemence, on recouvre cette gélose avec des bactéries. Donc elles vont pouvoir normalement se développer partout sur la boîte, puisque partout il y a de la gélose nutritive. Ensuite, on imprègne des disques d'antibiotiques, donc un disque par antibiotique, et on va déposer ces disques imprégnés d'antibiotiques, sur la gélose, c'est-à-dire sur les bactéries qu'on a étalées. L'antibiotique, il va diffuser dans la gélose. Et donc on va avoir un gradient de concentration. L'antibiotique est très concentré au niveau du disque d'antibiotique, et puis plus on s'éloigne de la pastille, plus la concentration diminue. Donc ici, l'antibiotique est très concentré. Ici, il y a moins d'antibiotiques, et puis bien évidemment, il y a des zones où il n'y a carrément pas du tout d'antibiotiques. On met les boîtes à incuber, donc les bactéries vont se développer, et ensuite il ne reste plus qu'à observer les résultats. Lorsque les bactéries sont mortes, on n'a pas de voile bactérien sur le fond de la boîte. Donc ici, on a des bactéries, et puis là, il n'y en a pas.
Ce qu'on peut constater pour ce disque-là, eh bien, c'est qu'on a une grande zone sans bactéries. On parle de zone d'inhibition. Ces zones, elles peuvent être plus ou moins grandes. Ici, elle est plus petite, ou là, elle est carrément inexistante. Comment on l'interprète ? Eh bien, on se rappelle que la concentration en antibiotiques, elle est plus faible, plus on s'éloigne de la pastille. Donc ici, beaucoup d'antibiotiques, ici, peu d'antibiotiques. Pourtant, les bactéries sont mortes ici, puisqu'il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'elles vont être sensibles à de fortes doses d'antibiotiques, mais aussi à de faibles doses d'antibiotiques. Donc plus la zone d'inhibition est grande, autour du disque d'antibiotiques, plus les bactéries sont sensibles à l'antibiotique. Et donc, cette zone d'inhibition qui est plus petite, elle indique que les bactéries ici ont survécu à une faible dose d'antibiotiques. Donc elles ne sont pas complètement sensibles à l'antibiotique, elles sont partiellement résistantes à cet antibiotique. Il faudra de fortes doses d'antibiotiques pour les détruire. Et pour ces deux exemples-ci, eh bien les bactéries se sont allègrement développées directement au niveau du disque, ce qui signifie qu'elles sont totalement insensibles à l'antibiotique, ou alors on peut dire qu'elles sont totalement résistantes à l'antibiotique. Donc, voici les concentrations d'antibiotiques au niveau des différents prélèvements. On nous dit que dans l'élevage, on utilise couramment les antibiotiques A et B, donc il est assez logique que pour les antibiotiques C et D, il n'y ait aucun antibiotique nulle part dans les prélèvements. Par contre, pour ce qui est de A, l'antibiotique A, il y a 5 unités arbitraires dans le sol où se déversent les eaux usées, 0,5 unités arbitraires à 500 mètres, ce qui veut dire que l'antibiotique, on voit bien qu'il se diffuse dans le milieu, et pas du tout d'antibiotique à 10 km. Pour ce qui est de l'antibiotique B, eh bien les doses utilisées sont plus élevées, et par conséquent, ça paraît assez logique de voir qu'il y a plus d'antibiotiques dans le sol de la prairie à 500 mètres, et il y a même encore de l'antibiotique à 10 km de là. Donc on vous demandait de réaliser l'antibiogramme afin de déterminer la sensibilité des bactéries aux 4 antibiotiques, d'interpréter les résultats pour mettre en évidence des modifications de sensibilité et puis d'exploiter l'ensemble des documents pour expliquer les dangers que peuvent représenter l'apparition de résistance. Donc voici les résultats. Les résultats témoins au moment de l'implantation de l'élevage et les résultats d'aujourd'hui. Donc en ce qui concerne les témoins, on voit qu'ils sont tous identiques. Il y a des zones d'inhibition pour tous les antibiotiques, ce qui montre que au moment de l'implantation de l'élevage, les Escherichia coli testées, que ce soit dans le microbiote de l'humain ou au niveau du sol, elles étaient toutes sensibles aux 4 antibiotiques. Maintenant, qu'en est-il du sol où se déversent les eaux usées aujourd'hui? Alors, pour être un petit peu rigoureux, on va mesurer la taille des zones d'inhibition, que ce soit pour les témoins ou que ce soit pour les prélèvements. Pour les témoins, on obtient 11 mm de diamètre. Pour le prélèvement, pour l'antibiotique A, 6 mm. Et on peut constater que pour l'antibiotique B, il n'y a pas de zone d'inhibition. Donc les témoins nous donnent un résultat auquel on s'attendait. Les bactéries sont sensibles aux antibiotiques C et D. Pour ce qui est de l'antibiotique A, eh bien on observe une petite zone d'inhibition. Donc les bactéries sont partiellement résistantes à l'antibiotique A. Pour ce qui concerne l'antibiotique B, il n'y a pas de zone d'inhibition et donc les bactéries sont totalement résistantes à l'antibiotique B. Pour expliquer l'apparition de ces résistances, il fallait utiliser les connaissances acquises depuis le début de l'année. On sait que les caractères apparaissent par mutation, donc des mutations de l'ADN, qui, je le rappelle, se produisent de façon aléatoire, donc se sont produites et ont entraîné l'apparition de résistances. Par contre, une fois que ces résistances sont apparues, eh bien, le milieu et l'utilisation des antibiotiques a fait subir aux souches bactériennes une sélection naturelle. Et
les bactéries qui étaient devenues résistantes à l'antibiotique ont été sélectionnées favorablement, elles ont survécu. Puisqu'elles ont survécu, elles se sont multipliées et elles ont donc pu transmettre leur résistance aux antibiotiques A et B utilisés dans l'élevage à leur descendance. Vous aviez aussi à réaliser l'antibiogramme pour le microbiote de l'exploitant. Donc voici les résultats. Donc de même, on mesure les diamètres des zones d'inhibition et on obtient ces valeurs. Pour l'antibiotique A, la valeur est identique à la valeur de la zone d'inhibition témoin. Donc ça veut dire que pour l'antibiotique A, C et D, les bactéries sont sensibles. Par contre, pour l'antibiotique B, on voit qu'on a une petite zone d'inhibition. Ce qui signifie que les bactéries du microbiote de l'exploitant sont résistantes à l'antibiotique B. En tout cas, résistantes partiellement. Mais si on reprend la photo de l'exploitant, on constate que quand il travaille, il porte une blouse, des gants, et puis si la photo était prise de face, on verrait qu'il a un masque et des lunettes de protection. Autrement dit, il n'est absolument jamais en contact avec l'antibiotique. Lui, il n'a pas consommé d'antibiotiques. Donc, les bactéries de son microbiote n'ont pas pu être sélectionnées par l'antibiotique puisqu'il n'a pas été en contact avec l'antibiotique. Alors là, ce résultat, eh bien, il met en évidence une capacité particulière des bactéries, qui est celle de se transmettre les résistances. C'est-à-dire que lorsqu'une bactérie est devenue résistante à l'antibiotique, par mutation, qu'elle s'est multipliée parce qu'elle a été sélectionnée par le milieu, eh bien elle est capable de transmettre son gène de résistance, aux bactéries avec lesquelles elle est en contact. Et donc on a une espèce de transmission de proche en proche de la résistance à l'antibiotique. Si on regarde les résultats pour le prélèvement réalisé à 500 mètres ou le prélèvement réalisé à 10 km, eh bien on peut constater pour le prélèvement réalisé à 500 mètres qu'on a une petite zone d'inhibition, autrement dit des bactéries partiellement résistantes à l'antibiotique B. Mais quand on regarde les quantités, pour l'antibiotique B, il y a une unité arbitraire. C'est quand même faible. Et donc, il n'est pas certain que ce soit suffisant pour réaliser une sélection naturelle. Par contre, on peut mettre là aussi en évidence que la transmission de proche en proche, de bactérie à bactérie des résistances, eh bien, elle peut quand même se faire à grande échelle, puisqu'elle est visualisable par ce petit disque d'inhibition à 500 mètres de l'élevage. Bon, ouf, quand même, si on regarde le résultat à 10 km, il n'y a aucune résistance à l'antibiotique. Il y a des disques d'inhibition partout, donc les bactéries sont toutes sensibles à l'antibiotique. Mais il est quand même inquiétant de constater que le caractère de résistance à l'antibiotique, il existe loin de l'élevage quand même, parce que 500 mètres, peut-être que pour nous il nous faut 5 minutes, mais pour une bactérie, c'est quand même tout un monde de distance. Dernière consigne, exploiter l'ensemble des documents afin d'expliquer les dangers que représente l'utilisation massive d'antibiotiques pour les humains et aussi pour les écosystèmes. Alors pour les humains, il est assez facile de comprendre pourquoi il y a danger. Si les bactéries responsables d'infections chez l'humain deviennent insensibles aux antibiotiques qu'on utilise pour les éliminer, eh bien on ne pourra plus soigner les infections. Et donc plus soigner les infections, eh bien ça veut dire que on a une blessure profonde avec développement de bactéries, eh bien on mourra de l'infection puisqu'on ne pourra plus détruire ces bactéries, on mettra des mois à guérir d'une bronchite, on mourra de pneumonie, etc. Alors a priori, c'est pas le plus grand danger, parce que c'est vrai qu'on a quand même tout le temps des progrès de la médecine et a priori on devrait arriver à s'en sortir et à toujours être capable de fabriquer de nouveaux antibiotiques. Par contre, pour les écosystèmes, c'est une autre affaire. Pour voir le problème, il faut savoir que des bactéries, il y en a plein dans le sol. Vous avez vu au collège et vous avez vu en seconde que les bactéries font partie
de la faune et de la flore du sol qui participent à la décomposition de la matière organique en matière minérale qui peut être assimilée par les plantes qui vont les utiliser après la photosynthèse et produire de la matière organique de plantes qui vont ensuite nourrir tous les animaux et tous les écosystèmes. Donc ces bactéries qui sont présentes dans le sol, elles sont de deux types. On a des bactéries qui clairement réalisent la décomposition de la matière, c'est-à-dire qu'elles vont minéraliser, enfin elles vont transformer, pas minéraliser, elles vont transformer l'azote organique présent dans la matière organique en ion ammonium NH4+. Parallèlement à ces bactéries, dans le sol, il y a énormément de bactéries qui font partie du cycle de l'azote. Là, elles sont toutes en rose. Et alors, elles ont plusieurs rôles. D'abord, elles peuvent fixer l'azote atmosphérique. Il y en a plein dans l'atmosphère, 79%, sauf que les plantes ne peuvent pas l'utiliser, donc il ne sert pas à grand-chose pour les plantes. Les plantes ne peuvent assimiler que l'azote sous forme de nitrite. Donc, ces bactéries, elles vont fixer l'azote dans le sol. Ensuite, il y a des bactéries qui vont transformer cet azote en ion ammonium NH4+. Alors cet azote, il n'est toujours pas utilisé par les plantes. Mais il y a encore d'autres bactéries qui, elles, vont nitrifier cet azote, c'est-à-dire le transformer en nitrate, puis en nitrite. Et là, les nitrites, eux, sont utilisables par les plantes. Donc très bien, ces bactéries-là qui participent au cycle de l'azote, on imagine à quel point elles sont essentielles, puisque si elles disparaissent, eh bien il n'y a plus de cycle de l'azote, ou en tout cas moins. S'il n'y a plus de cycle de l'azote et moins d'azote pour les bactéries, les plantes, eh bien il y a moins de plantes et donc il y a moins de tout le reste. Pour se développer dans le sol, ces bactéries, elles produisent énormément d'antibiotiques. Elles produisent des antibiotiques, ces bactéries, en fait, pour éliminer les bactéries concurrentes, dont celle-ci, afin de garder de la place pour elles. C'est la guerre du milieu. Et il y a un équilibre. Il y a une quantité assez homogène de bactéries intervenant dans le cycle de l'azote et de bactéries qui décomposent la matière. Maintenant, imaginons que ces bactéries, parce qu'elles ont été en contact soit directement avec des antibiotiques qui ont été déversés dans le sol, soit parce qu'elles ont reçu des résistances par contact, elles deviennent insensibles à l'antibiotique produit par ces bactéries-là. Eh bien, elles vont proliférer, se multiplier, puisqu'elles ne sont plus détruites par l'antibiotique. Ce qui fait qu'elles vont empiéter sur l'espace vital des bactéries du cycle de l'azote, qui, elles, seront moins nombreuses. Et si ces bactéries deviennent moins nombreuses, alors elles vont moins transformer l'azote atmosphérique en azote utilisable par les plantes. Et on va avoir rupture d'un équilibre important dans les écosystèmes avec moins de développement des plantes et donc un impact sur toutes les chaînes alimentaires. On a clairement un appauvrissement à grande échelle du sol. Donc on comprend bien que lorsque les slogans disent les antibiotiques c'est pas automatique, c'est vrai et que ça doit être appliqué partout. Nous, en tant que patients, on doit faire attention à notre usage des antibiotiques. Les médecins doivent moins le prescrire, mais en agriculture, il est extrêmement important aussi que les exploitants agricoles d'élevage utilisent le moins possible d'antibiotiques. Voilà, et bien ce corrigé est terminé. Il était un petit peu long, mais j'espère que vous aurez tout compris.